Philippe Béchade, rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. Bonjour. Bonjour. Vous êtes en mode, aujourd'hui j'ai l'impression, allez oublier tout ce que vous avez connu avant. On va redistribuer les cartes. Selon vous, les marchés ont pris un chemin inhabituel. Et en quoi ils ont pris un chemin inhabituel? Inhabituel par rapport à ce qu'on connaît depuis 10 ans. En fait, je crois que 50% des professionnels aujourd'hui n'ont connu que un environnement de taux zéro ou un environnement monétaire extrêmement accommodant. Et là, c'est le basculement. Et là, c'est un basculement. C'est-à-dire que pour 50% des professionnels, on rentre un petit peu en terra incognita. Pour ceux qui ont connu... 50%, autant? Oui, pratiquement, oui. Les gens qui sont en front line, qui sont devant leurs écrans, qui tradent, ceux-là, j'en suis à peu près convaincu, n'ont connu aucune des grandes crises précédentes. Et celle qui s'annonce ne sera pas l'équivalent des précédentes. Autrement dit, même, comme on dit, les anciens, les gens plus expérimentés ne pourront pas dire « vous inquiétez pas, on va maîtriser ça facile parce qu'on connaît le scénario, on a déjà vu ça par le passé. On a vu par le passé des bulles éclater. On n'a jamais vu toutes les bulles éclater en même temps. Et c'est l'enjeu aujourd'hui, c'est que toutes les bulles éclatent, à la fois l'immobilier, aux États-Unis notamment, l'obligataire, les actions, et puis derrière, alors, l'énorme, la gigantesque bulle des dérivés sur la volatilité, qui est aujourd'hui le principal, on va dire, épicentre de l'orientation des marchés. C'est-à-dire que si la volatilité se calme, on aura un petit épisode plus serein sur les marchés. Si cette volatilité se remet à augmenter, vous verrez que tout, partout, dans tous les domaines, subira à nouveau des gros écarts. Et on s'en est aperçu récemment, ça va très vite à la baisse et ça va beaucoup moins vite maintenant au rebond. Un rebond qui ne tient pas. On a eu une semaine notamment sur le CAC 40 qui a été meilleure quand même la semaine passée, mais on va avoir du mal cette semaine. En fait, ça va être que ça, des soubresauts. Cette fin d'année va être marquée par des agitations au gré des mauvaises nouvelles. En fait, il y a des pics de volatilité où on réagit, on surréagit à des nouvelles. Ah bah ça, il suffit de regarder sur les trimestriels les sanctions pour des entreprises qui déçoivent ou qui rabaissent leurs prévisions de 1 ou 2 points de croissance. Sur Atos, ça a été un bain de sang absolu, moins 25. Enfin, voilà, je ne vais pas multiplier les exemples. Mais en tout cas, vous voyez que là, il y a une surréaction, effectivement, aux mauvaises nouvelles. En ce qui concerne les moins mauvaises nouvelles, ce qui peut redonner de temps en temps un petit peu de confiance au marché, contrairement aux précédents rebonds, qui sont typiquement ce qu'on appelle des rebonds en V, c'est-à-dire que lorsque ça baisse, il n'y a plus aucun acheteur. Puis lorsque ça se met à remonter, il n'y a plus de vendeurs. Et là, tous les jours, on a une hausse funiculaire des indices. Ça, c'est terminé. Le moindre petit accroc, le moindre grain de sable, et paf, on repère, comme vous avez pu le voir la semaine dernière, à 2 reprises à Paris. On gagnait plus d'1%, on les a reperdus, on est repassé dans le rouge. Ça n'arrivait pas avant. Tant qu'on avait les banques centrales avec nous, chaque fois qu'il y avait un rebond, c'était bon, ça y est, la baisse est terminée. On paye les creux et on est reparti pour 6 mois de bonheur, de ciel sans nuages. Là, on voit que le marché est beaucoup plus réactif et un peu l'effet seau d'eau froide chaque fois qu'il y a une petite mauvaise nouvelle, comme la Maison-Blanche qui souffle le chaud et le froid. Un jour, M. Trump dit qu'il s'est entretenu avec M. Xi Jinping, ils sont redevenus les meilleurs amis du monde et qu'on signera un magnifique traité, le plus beau qu'on a jamais signé entre les États-Unis et la Chine. Et le lendemain, vous avez la Maison-Blanche qui dit « Oh là là, mais on n'y est pas du tout, les Chinois et nous, on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde. » Larry Kudlow arrive en disant « Oh là là, moi je suis beaucoup moins optimiste que je l'étais il y a un mois. Faut pas s'attendre à quoi que ce soit avant la fin du G20, fin novembre, voire probablement pas la fin de l'année, etc. etc. » Donc là, les marchés, on les amuse un petit peu. On est en période électorale également aux États-Unis. Avec ce rendez-vous demain essentiel, justement, dans le scénario qui va suivre, qui va en découler. Le scénario qui va suivre, les marchés, on peut dire qu'ils ont à peu près tout anticipé, sauf le cas où M. Trump remporterait la Chambre des représentants et le Sénat. Les derniers sondages que j'ai vus ce matin donnaient 7 points d'avance aux démocrates. 7. C'est quand même un écart
important. Plus important que lorsque M. Trump a été élu. À l'époque, on disait que son élection était impossible, mais elle a eu lieu. Là, je pense qu'il faudrait vraiment un vrai miracle pour que la Chambre des représentants reste à majorité républicaine. Alors, est-ce que les marchés vont s'en émouvoir ? Non, parce que, c'est anticipé, et puis deux, il y a cette espèce de règle immanente que lorsque la majorité bascule et que le président se retrouve en fait en cohabitation avec son Parlement, eh bien les marchés adorent cette période où le président finalement ne peut plus faire grand-chose, et historiquement, c'est entre 8 et 10% de hausse dans les 2 mois qui suivent. Et ça, je pense, depuis 1982, vous voyez. Donc ça, ce serait quelque chose qui ne changerait pas. Ça serait quelque chose qui ne changerait pas. Mais justement, quand on se disait au début de l'entretien que les choses risquent de ne pas se passer comme avant, je faisais justement allusion à ça. C'est-à-dire que c'est tellement évident, on peut tellement se reposer sur le fait que chaque fois que la majorité bascule, ça redonne un coup de fouet à Wall Street. Oui, mais grosse différence, c'est qu'à chaque fois qu'on a eu un basculement lors des précédentes élections, c'est parce que l'économie allait moins bien. Et là, elle va très bien. Et quand le président a perdu sa majorité, c'est parce qu'il était sanctionné justement pour des résultats économiques qui étaient jugés insatisfaisants. Et quand une nouvelle majorité prenait les rênes, elle s'empressait de redonner un petit coup, au moins pour honorer sa parole, qu'on va essayer de relancer. Là, qu'est-ce qu'il y a à relancer dans une économie qui fait entre 3,6, 3,8, 4% de croissance ? On est en haut de cycle. Donc si M. Trump est entre guillemets sanctionné, il ne va pas pouvoir remettre encore de la croissance, faire encore plus de déficit, etc. Quel élément il va falloir également observer ? On a vu quelque chose de particulier, notamment aussi sur le pétrole, sur ce mois écoulé avec cette rechute de près de 15%. Par exemple, c'est un mois jour pour jour. On était à $86 quasiment pour le Brent, à $72 aujourd'hui. C'est un élément qu'il va falloir vraiment suivre justement dans ce basculement, le pétrole. Alors il y a 2 aspects dans le pétrole. Bon, il y a la géopolitique pure, puisque voilà, ça tombe aujourd'hui, oui, mais les sanctions américaines contre l'Iran et contre ceux qui commercent avec l'Iran, surtout. C'est pas tellement contre l'Iran, c'est contre des pays qui doivent faire un choix entre je commerce avec l'Iran et je ne commerce plus avec les États-Unis. Le choix est malheureusement vite vu. Bon, alors ça c'est l'aspect géopolitique, et M. Trump a fait savoir vendredi que des pays seraient exemptés. Bon. On comprend bien que les pays qui sont exemptés, ce sont les pays qui ont le moyen de dire non ou de riposter face aux sanctions américaines, c'est-à-dire la Chine, l'Inde, d'autres pays d'Afrique avec lesquels les États-Unis ne veulent peut-être pas trop se fâcher non plus. Bon, donc l'Iran pourra continuer d'exporter au moins 80 ou 90% de son pétrole, donc le pétrole va demeurer abondant. L'autre aspect maintenant, c'est est-ce qu'on croit vraiment que la croissance va rester à 3,5 aux États-Unis, à 6,5 en Chine? Et la réponse qu'on a eue là aussi en Chine ce matin, alors elle n'est pas industrielle, c'est les services, ça ralentit en Chine. Alors ça c'est embêtant, parce que M. Xi Jinping a beaucoup misé sur la transition de l'industrie, de l'exportation, des excédents commerciaux vers un marché plus intérieur, plus tourné vers les services. Et là, on voit que ça ralentit aussi, malgré les injections les plus massives jamais vues en Chine, plus même qu'au lendemain de la crise de 2008. On est à 1800 milliards injectés en Chine cette année, c'est un quart du PIB. Si on injecte un quart du PIB pour ressortir 6,5 de croissance et avec des signes de ralentissement partout, voilà. Donc la Chine, c'est le moteur de la croissance mondiale, c'est la grande locomotive, et cette locomotive, elle ralentit, alors qu'on a bourré la chaudière de charbon et les roues patinent. Donc là, il y a un souci. Donc on se dit que de proche en proche, on risque d'avoir un ralentissement plus global, donc une demande de pétrole qui resterait sur une pente relativement faible. En tout cas, pas de quoi inquiéter sur le fait que la production ne peut pas répondre à la demande ou ne le pourrait pas, parce que l'année prochaine, on aurait 5% de croissance mondiale. Il est clair qu'on en sera même loin et qu'on ne sera peut-être pas à plus de 3,5. Donc voilà, 2 éléments fondamentaux qui font que le pétrole est en train de rebaisser. Après ça, il y a un autre élément, c'est peut-être qu'à la fin de l'été, quand tout était tellement cher, les marchés étaient tellement chers, qu'il y a peut-être des opérateurs qui se sont dit, cherchons peut-être un actif de substitution.
qui n'est pas périssable naturellement, sur lequel on peut se couvrir, il y a des dérivés, il y a tout ce qu'on veut, donc c'est assez commode. Peut-être qu'il y a eu un petit transfert à un moment vers le pétrole. Ce mouvement aujourd'hui, il se réduit avec la baisse des leviers générales. C'est-à-dire que quand on a eu la correction des marchés au mois d'octobre, oui, les leviers ont été réduits partout, surtout les instruments, les futurs, et le pétrole en fait partie. Rien n'a été épargné. Donc je pense que absolument rien n'a été épargné. Et comme on se le disait aussi, dans cette crise où toutes les bulles peuvent éclater en même temps, rien ne sera épargné, ou quasiment rien, peut-être à part les métaux précieux. Encore l'or, valeur refuge? S'il s'agit de se protéger contre une incertitude sur l'euro, bon, oui, on ne souhaite pas que les choses se passent mal, mais on est quand même de nouveau à une période critique où l'affrontement entre l'Italie et Bruxelles, ça peut déboucher sur une prise de conscience des vrais problèmes. Les vrais problèmes, c'est qu'il y a pratiquement maintenant 1000 milliards d'impasses ou de déséquilibre des balances entre l'Allemagne et les autres pays. Autrement dit, il y a un grand gagnant des 18 dernières années qui est l'Allemagne, qui ne veut rien lâcher, et que des perdants ou des gens qui ont juste réussi à maintenir l'équilibre face à l'Allemagne, mais tout en sacrifiant leur croissance, parce que c'est ça aussi. Donc il y a ça, et ça c'est énorme. Alors après, vous nous direz, 1000 milliards, c'est quoi? 1000 milliards, c'était le régime d'injection de la BCE quand elle a lancé son QE en 2015. Donc, le problème pourrait être résolu par la planche à billets, mais à ce moment-là, qu'est-ce que vaut l'euro si on en rajoute 1000 milliards? Voilà. Si c'est pour résoudre un petit peu les difficultés européennes et qu'on fait marcher la planche à billets, ce que les Allemands ne veulent pas, naturellement, on le sait, la Finlande encore moins. Bon, donc là, l'euro serait de toute façon à risque. Soit on le sauve en injectant, soit on ne le sauve pas, et là, ça ne va pas du tout. Le yuan, je parlais des 1800 milliards injectés. Alors, le yuan n'est pas vraiment convertible. Enfin, néanmoins, c'est une référence pour beaucoup de devises émergentes. Si le yuan plonge sous les 7 face au dollar, on a aussi un gros problème. Donc, qu'est-ce qui reste finalement? Alors, soit oui, on achète du dollar, qui reste quand même la devise du pays le plus endetté au monde, ou alors on se dit, l'inflation va peut-être quand même finir par la voir, parce que si les banques centrales injectent, ça fera de l'inflation, et l'or n'est pas endetté. Donc voilà, ça c'est quelque chose que tout le monde sait, mais ça pourrait redevenir quand même un des éléments de décision, c'est qu'on est face à un actif qui, alors je ne dirais pas qu'il n'est pas manipulé parce qu'il l'est au travers des dérivés de contrats sur l'or, mais quand on regarde aujourd'hui le marché du physique et qu'on regarde la demande et qu'on regarde ce qui peut être livré, on est clairement dans un marché extrêmement déficitaire et l'or n'a pas explosé pour une raison simple, c'est qu'on arrive à contenir ce déséquilibre de l'offre et de la demande par une offre fictive au travers des contrats à terme. Il y a un moment, on se rendra peut-être compte de la réalité du marché de l'or et de l'argent aussi, qui lui est aussi extrêmement déficitaire en tant qu'offre. Et en plus, ça, c'est un métal industriel. Donc, on sait qu'on le consomme. Merci Philippe Béchat. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. Merci d'avoir été dans Ecorama aujourd'hui.